Alors le dimanche, c'est votre émission. Les vérificateurs, la désinformation et les fake news ont envahi notre quotidien, notamment sur les réseaux sociaux. Alors pendant 1 heure, nous allons vous éclairer, vous aider à mieux comprendre et vous donner les clés pour douter, ne pas vous faire avoir par les fausses informations. Et ce dimanche, nous vous proposons une émission spéciale parce que mardi prochain, ça fera 1 an. 1 an que Donald Trump a été investi en tant que président des États-Unis. 1 an au pouvoir. Donald Trump, le règne des fake news. 1 an de pouvoir et de désinformation. La vérité malmenée, parfois trafiquée pour un seul intérêt. America First et surtout Donald Trump First. Fake news sanitaire, climatique, politique. Une manipulation du réel au sommet de la première puissance mondiale. Est-ce que ça peut entraîner une déstabilisation planétaire? On se pose cette question. Well, it's fake news. You know, it's so fake. Prendre le paracétamol Tylenol n'est pas bon. Je le dis, ce n'est pas bon. Le changement climatique, c'est la plus grande arnaque jamais réalisée contre le monde, à mon avis. Et pour en parler, comme tous les dimanches, Tristan Mendès-France, bonjour. Vous êtes expert en désinformation, fin analyste en tout cas du sujet. Ça va ce matin? Tout va bien. Beaucoup de choses à dire sur Donald Trump et ce premier mandat. On en parle aussi avec notre journaliste Jordan Olivier et bien sûr les journalistes de la cellule, les vérificateurs qui traquent et démontent les fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux et dans notre quotidien. Vous voyez ce QR code, vous pouvez cliquer pour aller voir leur travail. Et puis à 11h30, Magali Barthès, journaliste au service international de LCI, nous rejoindra sur ce plateau avec André Caspi, il est historien et spécialiste des États-Unis. Mais tout de suite, avant de démarrer sur Donald Trump, un tour de l'actu, les vérifs de la semaine, c'est avec vous Jordan. Et Jordan, eh bien on va partir en Iran, l'Iran où la contestation se poursuit, contestation alors dans les rues, mais aussi et surtout peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, à l'image de cette vidéo très virale sur les réseaux sociaux, postée sur X, Instagram ou bien encore TikTok, on y voit une jeune femme iranienne brûler le portrait du guide suprême Ali Khamenei. Tout ça en pleine rue, une prise de position qui pourrait lui valoir la peine de mort en Iran. Alors, plusieurs internautes s'interrogent quand et où a été tournée cette séquence. A-t-elle vraiment un lien avec la contestation qui se déroule en ce moment? L'équipe des vérificateurs, vous le voyez, a enquêté et est en mesure de vous confirmer que cette vidéo est bien récente et authentique. Elle a été tournée le 7 janvier dernier, pas au centre de Téhéran, comme le suggèrent certains internautes, mais au Canada. D'ailleurs, la neige au sol est évidemment un premier indice. Nos confrères de Lusa Verifica, qui est un site portugais, confirme cette piste. La scène se déroule à Richmond Hill, qui est dans la banlieue de Toronto. Caroline Quevrin de l'équipe des vérificateurs a même retrouvé la trace numérique de cette jeune femme. Elle s'appelle Melika Barahimi, elle est âgée d'une 20aine d'années. Nos collègues de Lusa Verifica avancent également qu'elle a été arrêtée par les gardiens de la Révolution en 2024, notamment pour ses prises de position sur les réseaux sociaux, avant de fuir l'Iran. Ça, c'était au printemps 2025. Alors c'est vrai que la complosphère, Tristan, utilise le doute sur cette photo qui est quand même devenue une icône. Absolument, c'est devenu viral, c'est même devenu ce qu'on appelle un mème. Oui. Et donc évidemment cette focalisation et cette audience a suscité évidemment la suspicion de ceux qui soutiennent souvent d'ailleurs le régime iranien. Et donc on a des millions de vues, je crois, cumulées autour de cette séquence-là et des images qui ont été exploitées autour de cette séquence. Et il faut dire que évidemment tout ce trouble informationnel autour de la légitimité de vidéos qui sont réelles, pour le coup ici, est le résultat un peu du vide informationnel suscité par les coupures absolument spectaculaires de l'Internet iranien, qui est d'ailleurs un indicateur assez intéressant sur le niveau de violence. Plus la coupure est longue en Iran, plus la violence derrière est virulente. Voilà, et c'est vrai que c'est devenu une icône. J'ai vu encore des images hier, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations justement pour manifester contre ces violences en Iran, en France. Et on voyait des fémènes dans les cortèges qui ont refait ce geste exactement
justement et qui prenaient donc ce portrait et qui le brûlaient avec justement leurs cigarettes. C'est vrai que c'est devenu totalement une icône et on l'a compris en effet, cette prolifération des vidéos générées par l'IA, parce qu'en effet il y a le vide informationnel. Ça c'est typique, hein. On n'a pas d'image. Oui, on est vraiment dans un chaos informationnel actuel sur lequel d'ailleurs le régime cherche à surfer dessus, hein, clairement. On a par exemple, pas plus tard que hier, le guide suprême iranien qui a tweeté un truc absolument lunaire en expliquant que les États-Unis et l'entité sioniste auraient tué des milliers d'opposants en Iran. Et donc là, c'est vraiment la carte classique du complot de l'étranger, brandi par le régime iranien, et indirectement d'ailleurs, confirme qu'il y a effectivement eu des milliers de morts. Allez, on continue avec une colère en France qui ne faiblit pas, c'est celle des agriculteurs. Alors, la signature du traité, Jordan, entre l'Union européenne et le Mercosur, elle s'est déroulée hier. Et là aussi, attention sur les réseaux sociaux. Oui, une colère qui s'est traduite cette semaine par plusieurs rassemblements un peu partout en France. Ça, c'est pour le terrain. Sur les réseaux sociaux aussi, on a pu voir des images assez intrigantes, notamment celle-ci. Un taureau, même plusieurs taureaux lâchés par les agriculteurs sur les forces de l'ordre. Et ce poste nous l'atteste, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Alors, faut-il le croire pour autant ? Eh bien, pas vraiment. Cette vidéo, nous la retrouvons sur d'autres plateformes sociales, comme TikTok par exemple. Et le géant chinois le précise, comme il le fait pour certains autres contenus. Le créateur a indiqué que ce contenu était généré par l'intelligence artificielle. Et quand on se rend sur le compte à l'origine du post, on le répète assez souvent dans les vérificateurs, il faut aller voir la source. Eh bien, ici, le doute n'est plus permis. Son nom, fake IA, avec cette petite description, profil regroupant des fakes générés par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Jordan, et c'est vrai que Tristan, il faut revenir sur TikTok, parce que TikTok, il joue ce rôle d'un immense réservoir de contenu qui alimente la désinformation. Oui, c'est devenu vraiment un classique aujourd'hui. On a des créations de contenu qui peuvent être d'ailleurs expressément identifiées comme générées par IA et qui commencent sur TikTok, qui commencent leur vie numérique sur TikTok et qui vont essaimer sur toutes les autres grandes plateformes, et c'est là où elles deviennent beaucoup plus problématiques. C'est vraiment le cheminement classique aujourd'hui de la désinformation produite par IA. D'abord sur TikTok pour la viralité, l'allumage, si vous voulez, de la viralité, et après ça vient contaminer les autres plateformes. Alors on se pose toujours cette question, cette émission, à qui profite le crime, qui un peu est derrière tout ça. C'est vrai que les mobilisations agricoles, faut pas être dupe, elles servent sur le terrain à des récits qui sont très politiques, notamment sur l'Union européenne, sur le climat aussi, et puis pointer du doigt Bruxelles. Oui, c'est un grand classique. Là, on a en fait une récupération politique par de nombreuses communautés. Des communautés d'ailleurs qui se situent pour certaines d'entre elles plutôt à l'extrême droite, et l'extrême droite complotiste, des militants de ce qu'on appelle le Frexit, et qui évidemment se jettent sur ce type de manifestation sociale et politique pour l'instrumentaliser, surfer dessus, augmenter leur visibilité et instrumentaliser évidemment cette expression politique pour essayer de capitaliser politiquement, tout simplement. Voilà pour le tour de l'actualité. On va donc démarrer notre spécial. 1 an au pouvoir, Donald Trump, le règne des fake news. Alors en effet, mardi prochain, ça fera donc 1 an que Donald Trump est redevenu président des États-Unis. Il est revenu au pouvoir, son 2e mandat. C'est le roi des fake news, on peut quand même l'assurer aujourd'hui, avec une méthode qui est très bien rodée, une méthode bien à lui. Mentir, répéter, imposer. Alors cette méthode, c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle. Lors de son 1er mandat, le Washington Post avait recensé 30 573 mensonges et approximations de la part de Donald Trump. Ça fait une moyenne de plus de 20 mensonges par jour. Je pense que quand même, c'est pas mal. Ça, il faut le dire, il y a une méthode Donald Trump. Oui, clairement, et qui joue notamment sur un aspect assez particulier de la communication, qui est la provocation, avec à la fois 2 objectifs, disons, énergiser sa base, de son côté, galvaniser, si vous voulez, ceux qui le soutiennent, mais aussi provoquer l'indignation en face et jouer sur cette indignation en face, parce qu'il sait que ce qui va être dit va être critiqué
et donc relayé. Et il occupe l'espace informationnel depuis qu'il est nommé de façon assez spectaculaire avec ce dispositif. Alors c'est vrai qu'il est très friand de chiffres impressionnants, même s'ils sont fictifs. On en a pris quelques-uns justement, on va vous montrer des exemples très concrets. Il dit avoir obtenu 17 ou 18 milliards de dollars d'investissement en 2025. C'est un chiffre qui d'ailleurs est exagéré, même sur le site de la Maison Blanche, si on y va, ça ne correspond pas. Voilà, on vous en a recensé quelques-uns. Tous les prix sont en baisse, ce qui est faux. Là, il parle notamment de l'alimentation ou même de l'habillement. Portland est en feu à l'époque. Chaque bateau transportant de la drogue dans les Caraïbes tue 25 000 Américains. Les Canadiens apprécient l'idée de devenir le 51e État américain. En fait, tout est bon pour justifier ses actions. En fait, plus c'est gros avec Donald Trump, plus ça passe. En tout cas, c'est l'idée qu'il s'en fait. Et c'est ça, c'est légitimer à tout prix toutes ces actions et l'intérêt des États-Unis. Et je le disais en introduction, son intérêt. Oui, et il a une relation très distendue évidemment avec le réel, et il plie en fait le réel tout simplement à son agenda politique. Toute information qu'il peut déformer mais qui a un intérêt pour sa propagande, il va le relayer sans aucune distance critique, et il est vraiment clairement, il se fout totalement évidemment de la réalité de ce qu'il peut relayer. L'essentiel, c'est l'impact politique et l'impact médiatique de ce qu'il peut relayer. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau, on va y revenir. Dans son premier mandat, il utilisait aussi de toute façon déjà cette méthode, mais dès le débat des présidentielles face à Kamala Harris, il avait donné le ton, notamment quand il avait dit à Springfield, les habitants, les migrants mangent des chiens et ils mangent des chats. Le ton était donné. Oui, là c'est vraiment une séquence qui a fait le tour de la planète, qui est devenue d'ailleurs un mème, tellement c'était caricatural, et il s'est jamais dédié d'ailleurs de cette sortie. Donc en fait il a profité de ce que je disais tout à l'heure. Il sait que ce qu'il va dire est tellement énorme qu'il va y avoir une reprise internationale, et il va surfer sur tout simplement le buzz. Qu'il y ait un bon buzz ou un bad buzz, c'est toujours un bon buzz pour lui. Voilà, mais on va se poser aussi cette question, et notamment avec nos invités d'ici quelques minutes, c'est est-ce que parfois ça peut aussi se retourner contre lui? Et justement, parce que l'intelligence artificielle, alors ça il l'utilise énormément. Alors c'est vrai qu'il y a eu une évolution depuis son premier mandat, l'évolution fulgurante de l'intelligence artificielle. On va justement tenter de vous donner les clés avec la boîte à outils, le bricoleur du dimanche, Jordan Olivier. Et dans la boîte à outils, on va parler ce matin avec vous, Jordan, de la police anti-immigration qui est si chère à Donald Trump, la fameuse ICE. Cette semaine, il y a un cliché qui est apparu sur les réseaux sociaux, une photo qui est devenue virale. Oui, photo postée sur le réseau social X et vue par plus de 5 millions d'internautes. Cliché largement partagé par la suite sur d'autres réseaux comme Blue Sky ou bien encore Instagram. On y voit une femme qui fait face à 3 véhicules de l'ICE, vous l'avez dit, c'est l'agence fédérale en charge de l'immigration aux États-Unis. D'ailleurs, elle semble tranquillement prendre une photo. C'est une image qui vous en rappelle peut-être une autre. Place Tiananmen, le 5 juin 1989, et cet homme qui fait face aux chars lors de la révolte des étudiants et des ouvriers. Si on compare les deux images, on va le voir sur l'écran, eh bien, on se rend compte que la ressemblance est plutôt très troublante. Alors tellement troublante qu'on peut décemment se poser la question. La photo de cet homme face au véhicule de l'ICE, est-ce qu'elle est véridique, Jordan ? C'est la question que s'est posée également Alexandre Capron de l'équipe des vérificateurs, avec une règle de base qu'on vous donne chaque semaine dans cette émission. Quand vous avez le moindre doute, il faut avant tout rechercher la source. Et il y a un outil très performant pour le faire. C'est évidemment la recherche par image inversée. Vous avez la photo et vous pouvez la glisser directement dans Google et voir tous les sites où cette photo a été publiée. Alexandre Capron a réussi à remonter jusqu'au premier compte à l'avoir diffusé, et c'est celui-ci, regardez, avec cet homme qui se présente comme data scientist, c'est-à-dire un spécialiste des données. Il aurait également travaillé pour plusieurs entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est peut-être un premier indice. D'ailleurs, le deuxième élément qui va nous intéresser ici, ce sont les véhicules. On peut apercevoir les gyrophares, vous le voyez, la plaque d'immatriculation un peu plus en bas à gauche, et puis évidemment ce sigle ICE sur la portière, sauf que plusieurs associations américaines nous ont fait remarquer à juste titre que lorsqu'il y a des descentes de cette police anti-immigration, eh bien ce sont souvent des véhicules banalisés, comme on peut le voir ici, avec aucune plaque d'immatriculation,
pas d'inscription sur la portière et puis pas de gyrophare aussi sur le toit du véhicule. L'ICE dispose bien évidemment de véhicules identifiables. Le département de la sécurité intérieure a tweeté au mois d'août sur l'achat de nouveaux véhicules, vous les voyez ici, mais si on compare les deux clichés, on se rend bien compte que les deux voitures sont extrêmement différentes, avec un logo présent ici et puis des petits liserés rouges et jaunes. Ici, une simple mention ICE, donc vous pouvez le constater par vous-même. Ce sont des véhicules très différents. Interrogé par un internaute sur X, la personne à l'origine de cette photo a d'ailleurs reconnu avoir créé cette image, très certainement à l'aide de l'intelligence artificielle. Sollicitée par l'équipe des vérificateurs, elle n'a pas souhaité donner sa version des faits. Merci beaucoup Jordan, c'est vrai que c'est important. Alors je sais que c'est pas forcément évident chez vous, quand vous avez ce genre de photos, d'aller vérifier tous ces points, mais encore une fois on essaye justement dans cette émission de vous donner des outils assez simples. Et puis je vous le dirai encore une fois, mais il ne faut pas hésiter à solliciter notamment les journalistes qui font du fact-checking et notamment les vérificateurs de TF1 et d'LCI qui peuvent vous permettre de vous apporter des réponses pour ne pas se faire avoir par ce genre d'images qui sont donc totalement fausses et souvent générées par l'intelligence artificielle. Tristan, cette image en plus, c'est vrai qu'elle ne surgit pas par hasard, hein, elle apparaît dans un contexte de tension, de psychodrame national autour de cette police de l'immigration qui cristallise. Il y a une multiplication de faits de violence et puis ce tir mortel, cette femme qui a été assassinée à Minneapolis. Donc ce n'est pas un hasard. Non, il y a un contexte évidemment qui explique la viralité de cette image. Déjà, elle marche parce qu'elle hybride évidemment des références symboliques extrêmement fortes. On vient de le voir à l'instant, cette fameuse image historique de Tiananmen. Et effectivement, ce psychodrame aux États-Unis qui est en train de saisir les États-Unis aujourd'hui, avec en fait une grande interrogation à travers cette image-là, le fait que tout l'appareil policier et administratif américain est arsenalisé politiquement contre certains États démocrates aux États-Unis. Et puis, il faut dire aussi que cette utilisation de l'IA, pour légitime qu'elle soit, la critique d'un appareil, j'allais dire policier extrêmement virulent aux États-Unis, évidemment, est à double tranchant. Parce que si on utilise de l'IA, on risque effectivement de fragiliser sa critique, parce qu'on utilise quelque chose qui brouille, en fait, la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est de la propagande. Et là, c'est là où il y a une polarisation de la société. Elle cristallise cette police de l'immigration. Là, on voit bien que l'idée, c'est de la discréditer. Oui, dans ce cas-là, évidemment, c'est un outil pour essayer de souligner le caractère dictatorial, entre guillemets, si on fait le parallèle avec cette image de Tiananmen. Mais encore une fois, utiliser de l'IA dans ces cas-là, c'est dangereux, parce qu'encore une fois, on peut se discréditer dans la façon qu'on a de promouvoir un message pourtant légitime. Encore une fois, si en tout cas vous avez une photo, une information, vous avez un doute, et je sais encore une fois que c'est difficile d'aller faire tout ce que vient de vous montrer Jordan, mais vous pouvez l'envoyer aux vérificateurs, donc cette cellule de journalistes qui traque et qui démonte les fake news, les vérificateurs@tf1.fr, vous avez l'adresse qui s'affiche, ou sur le site X, n'hésitez pas à leur envoyer justement des photos ou des informations, ils vérifieront et ils vous donneront la bonne information. Il est 11h28, bienvenue si vous nous rejoignez sur L6, c'est le retour de votre émission Les Vérificateurs qui est avec une thématique particulière aujourd'hui, 1 an de Trump au pouvoir, ce sera mardi, le règne des fake news. Et pour en parler toujours avec Tristan Bandès France, avec Jordan Olivier, et on accueille Magali Barthès, journaliste au service international. Bonjour Magali. Bonjour. Et André Caspi, bonjour, historien spécialiste des États-Unis. On va revenir donc en effet sur cette méthode, Donald Trump, méthode qui n'est pas nouvelle, mais parfois ça va trop loin. Et justement, ça va trop loin parce que Donald Trump, il use et abuse de l'intelligence artificielle pour publier des vidéos toujours à son avantage. Des images qui servent ses intérêts. C'est vrai que l'intelligence artificielle, pour le président, est devenue un outil de communication politique. Un exemple, dès le début de son mandat, dès le début de son nouveau mandat, puisque c'est pas le premier, c'est le deuxième, il a publié cette vidéo. Vous vous en souvenez peut-être, sur Gaza, Riviera Gaza, où on le voyait, notamment avec Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, en train de bronzer dans un complexe hôtelier luxueux, donc dans la bande de Gaza. Depuis, c'est vrai que ça a été un festival. On peut citer notamment cette vidéo, vous allez la voir, générée de Barack Obama, qui se fait arrêter dans le bureau ovale
Voilà, l'arrestation donc de l'ancien président américain, évidemment tout est faux, hein, vous vous en doutez, en tout cas on l'espère, et jeté littéralement en prison. Donc ça, ce sont quand même des images publiées par Donald Trump. Et alors, là, on va au summum, cette vidéo de Trump qu'il a partagée sur son réseau social, c'était le 19 octobre, dans laquelle, vous allez voir, le roi Donald Trump, eh bien, on voit littéralement des déjections sur des manifestants anti-Trump aux États-Unis. Il devient, Tristan, le premier président américain à utiliser l'intelligence artificielle comme outil de communication politique. Oui, c'est un mode de communication absolument assumé dès 2022-2023. Alors évidemment, c'est de la provoque essentiellement pour faire du buzz, et ça marche malheureusement très très bien. Hein. C'est un mode de communication institutionnel quasiment, parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a tout l'appareil de l'État américain. Hein. Les comptes officiels de certains ministères, eux aussi, commencent à adopter ce mode de communication, avec peut-être 2 périodes, 2022-2023, où il est vraiment en train de se mettre, disons, en avant, de façon apologétique, si on veut, sur les différentes séquences qu'on a pu voir là ici. Et puis à partir de 2025, là, il commence à l'utiliser plutôt pour attaquer ses adversaires. Donc là, c'est plutôt les 2 moments, disons, qu'on peut identifier dans cette utilisation. Mais ce que je trouve assez systématique, évidemment, c'est que c'est vraiment essentiellement sur le mode de générer de l'indignation pour générer du clic et occuper l'espace médiatique. Alors c'est vrai que cette méthode Trump, c'est vraiment déployer rapidement des stéréotypes, des faux récits, dans des publications qui sont plutôt divertissantes, mais avec une stratégie qui est d'ailleurs totalement assumée. Alors, des analystes estiment que ces contenus générés par l'IA, ils peuvent s'avérer des fois efficaces pour glaner des votes. André Caspi, vous qui êtes spécialiste des États-Unis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En effet, ça peut parfois quand même jouer, notamment dans les votes. C'est-à-dire qu'au fond, ça contribue à effacer la différence entre la réalité et les images qui sont créées. Et par conséquent, ça peut en effet aboutir à une sorte de propagande ouverte. Tout à fait ouverte. Moi, ce qui me frappe également, c'est qu'au fond, pour l'instant, on oublie une affaire qui a beaucoup occupé les Américains, qui est l'affaire Epstein. Oui. C'est-à-dire, subitement, on n'en parle plus. Et on parle aujourd'hui du Groenland, on parle d'autres choses, mais c'est fini. On a oublié complètement ce scandale qui a traversé les États-Unis, qui a bouleversé les Américains, et dont aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien. Oui, et on remarquera que la publication d'ailleurs des documents, alors une partie, on avait promis la totalité, on ne l'a pas eu, a correspondu à peu près au moment où il y a eu l'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela. Ça a fait un écran de fumée aussi par rapport à ce qui se passe, et c'est vrai qu'on y reviendra sur l'affaire Epstein, sur le fait est-ce que ça peut aussi parfois se retourner contre lui. Mais c'est vrai que Magali, ça s'inscrit ce mandat dans la longue histoire des États-Unis. C'est un pays quand même qui a un rapport particulier aux mensonges, aux scandales, à la polarisation aussi, et aux médias, on en reparlera. Oui, c'est vrai que ça va dans la lignée, mais que Donald Trump est allé toujours beaucoup plus loin, parce que il est vraiment dans une vérité parallèle. Et finalement, à force de répéter en permanence, justement, par exemple, qu'au Capitole, c'était pas une insurrection, mais des défenseurs de la démocratie. On y reviendra, oui, bien sûr. En fait, il arrive à dicter son récit. Il a en plus ses propres relais, parce qu'en plus, il a ouvert son propre réseau social. Il peut quand même compter sur Elon Musk, sur X, pour relayer aussi son récit à lui. Et donc, il arrive à imposer son agenda, son récit à ses partisans, qui après ne font plus eux-mêmes la distinction et sont convaincus que ce qu'affirme Donald Trump est la réalité. Moi, j'ai couvert la campagne il y a un peu plus d'1 an. J'ai rencontré dans les meetings des gens qui étaient persuadés, en étant au Capitole, justement, d'avoir en effet été les défenseurs de la démocratie, persuadés que l'élection avait bien été volée lorsque Biden a repris la Maison-Blanche à Joe Biden. Il y a vraiment cette conviction chez les supporters de Trump que ce que dit Donald Trump est la réalité. Alors avec ses outrances, ça les amuse, mais quand même, il a réussi à imposer sa vérité à lui. Sa vérité, America First, presque Donald Trump First, j'ai envie de dire, au mépris de la vérité, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Et puis c'est vrai, alors on l'a vu, c'était pas nouveau, évidemment, lors de son premier mandat, je le citais tout à l'heure, le Washington Post, qui disait qu'il y avait plus de 30 000 mensonges ou approximations qui ont été donnés par Donald Trump, et c'est très difficile à vérifier. D'ailleurs, si on regarde
CNN qui a un service de fact-checking, ils ne font que ça. Que du Donald Trump. C'est extrêmement difficile pour les journalistes américains qui font du fact-checking. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette évolution des réseaux sociaux avec une utilisation massive. C'était déjà le cas, en effet, lors de son premier mandat. Mais qu'est-ce qui a changé, Tristan? C'est une disparition peut-être des garde-fous? Clairement, le Trump 2, c'est un Trump 1 sous stéroïdes. Il a réussi à installer au sein de son gouvernement des gens qui sont totalement en phase avec lui. Il faut se rappeler que sous Trump 1, il y avait encore des républicains dits classiques. Oui. Et le plus spectaculaire, c'est évidemment son vice-président, Mike Pence, qui a empêché évidemment le coup d'État institutionnel de Trump le 6 janvier 2021. Donc là, avec Trump 2, on est avec tout cet écosystème numérique informationnel, les IA, et une administration qui est totalement à la solde de Trump sur un moment qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus inquiétant que Trump 1. Et c'est vrai qu'il utilise les réseaux sociaux un peu, j'ai envie de dire, comme une arme de destruction massive, si on peut me permettre un peu de dire ça. Et c'est vrai que, Magali, vous l'avez dit, il a créé son propre réseau social. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse, justement, Jordan? Pourquoi s'embêter avec le réseau social des autres quand on peut créer le sien et surtout s'affranchir de toute contrainte, même si sur X, Donald Trump a assez peu de contraintes. Donc c'est en février 2022 que Donald Trump crée son réseau social, Truth Social. Globalement, c'est une copie de X avec exactement les mêmes fonctionnalités. Et ce réseau social a été créé après les événements du Capitole. Oui. Un an après les événements du Capitole, il a en fait été banni de Twitter avant que son ami Elon Musk rachète Twitter. Et ça, évidemment, c'est très important. Et puis, quand son ami Elon Musk a pris la main sur Twitter, il a été réintégré. Mais c'est pas pour autant que Donald Trump a quitté Truth Social. Au contraire, il continue de publier extrêmement régulièrement. Alors Elon Musk, c'est important, André Caspien, c'est quand même un allié incontournable. Alors ils ont pris leur distance, mais c'est vrai que tous les deux d'ailleurs ils se retrouvent un peu sur la croisade anti-européenne, tous les deux, ça c'est assez clair. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance politique de la démarche de Donald Trump. Parce que nous sommes, je ne vous l'apprendrai pas, en 2026, et au mois de novembre, il y aura des élections. Des élections mid-term, c'est-à-dire des élections au cours desquelles la Chambre des représentants va être renouvelée et un tiers du Sénat dans le même cas, mais pas le président. Or, traditionnellement aux États-Unis, au cours des élections mid-term, le président en place perd la majorité. Donc, tout ce que fait Donald Trump est aussi dirigé dans cette direction, c'est-à-dire il ne faut pas oublier qu'il y a des raisons particulières, politiques, qui expliquent sa démarche, et pas simplement une sorte de fantaisie, de démence précoce dont on pourrait l'accuser. Nous, en tout cas, c'est vrai qu'avec notre regard en Europe, on peut des fois se poser cette question, mais c'est vrai qu'en fait, il ne dévie pas de son profil un peu, Donald Trump. C'est quelqu'un de conservateur, anti-immigration, populiste, climato-sceptique. Ça, il n'a jamais dévié de ses convictions quand même, en fait, finalement. On le voit. Alors là, pareil, on vous a choisi quand même des termes. Voilà, il n'existe que deux sexes, masculin et féminin, expulser tout ressortissant étranger qui constitue un fardeau public, parvenir à une réduction majeure des populations illégales et problématiques. Bon, il a quand même un profil. Il l'assume. Des convictions. Il garde ce qui marche et il reste sur ce qui marche. Il n'a toujours pas, par exemple, accepté effectivement sa défaite électorale. On le disait tout à l'heure. Il est encore aujourd'hui en train de dire qu'on lui a volé l'élection en 2020. Sur le climat, c'est évidemment quelque chose qu'il traîne depuis au moins 2011. J'ai le souvenir d'un tweet sur le climat où il accusait, je crois que c'était la Chine, d'avoir créé une arnaque sur le climat pour impacter les entreprises américaines. Il dit que c'est l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Donc, déjà depuis 2011, avant même qu'il soit élu. Donc c'est quelqu'un qui a quelques thématiques qu'il garde dans sa besace et qu'il ressort et qui, tant que ça marche, il continue et il surfe dessus. Oui, mais par rapport au premier mandat, en fait, la différence de Donald Trump cette fois-ci, c'est qu'il passe à l'acte. C'est-à-dire que sa vérité qu'il impose dans le récit public lui permet finalement d'agir. Ces diatribes, alors, ces diatribes contre l'immigration, on a vu, vous vous souvenez, pendant la campagne, il mange des chats et des chiens. Oui, on en a parlé. Ça donnait le ton du débat présidentiel de son mandat. Derrière, vous avez ICE qui, en effet, va chercher les migrants et les
les expulse. Quand il nous fait le jour de son Liberation Day, comme il l'appelle, son panneau avec les droits de douane, avec ce calcul complètement fantaisiste que personne ne comprend, mais derrière, ça lui permet de justifier son passage à l'acte et la guerre commerciale qu'il lance. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de garde-fous, plus d'adultes dans la pièce pour lui dire « Attendez, Monsieur le Président, là, ça va trop loin ». Et parfois, en effet, ça peut avoir des incidences bien plus graves. Il y a aussi beaucoup de fake news sanitaires qui ont été lancées par Donald Trump. Anti-vaccin, remise en cause du Covid. Il est encore allé plus loin aussi. Écoutez. Tylenol, pendant la grossesse, peut être associé à un risque très accru d'autisme. Je pense pouvoir le dire qu'il existe certains groupes de personnes qui ne se font pas vacciner et ne prennent aucun médicament et qui ne sont pas atteints d'autisme. Ils ne sont pas atteints d'autisme. Je pense que c'est très mauvais. Ils injectent, on dirait qu'ils injectent un cheval. Vous avez un petit enfant fragile, et devant vous, il y a un flacon contenant 80 vaccins différents. Je suppose, 80 mélanges différents. Et il les injecte. Bon, il a quand même dit qu'à Cuba, il n'y a pas de paracétamol et qu'il n'y a pas d'autisme, donc ça prouvait ce qu'il était en train de dire. Vous vous souvenez quand même que contre le Covid, il avait dit qu'il fallait boire de l'eau de Javel. Enfin là, André Caspi, on est sur des incidences c'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu public. Là, c'est quand même grave. Oui, mais là, il n'est pas seul. Hein. Il est accompagné de tout un mouvement anti-vax. Et c'est pour ça qu'il le fait. Et ce mouvement anti-vax est symbolisé par la présence du neveu de John Kennedy, c'est-à-dire Robert Kennedy Jr., qui est l'équivalent du ministre de la Santé. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le gouvernement fédéral qui est directement concerné par cette campagne. Alors, c'est une campagne dangereuse, bien entendu, de notre point de vue et d'un point de vue tout simplement rationnel, mais il n'empêche que cela fait partie du raisonnement de Donald Trump et de l'influence qu'il exerce sur l'opinion publique. Ça veut donc dire qu'il y a aux États-Unis un mouvement anti-vax et un mouvement anti-vax qui est patronné depuis la Maison-Blanche. C'est ça qui est grave. Oui. C'est vrai que la fake news devient aussi un enjeu de politique publique. On a reparlé donc de ces élections, les soupçons de fraude. C'est vrai qu'il n'a cessé de le dire que l'élection avait été volée en 2021. Il a propagé cette information sans relâche. Déclaration qui a quand même donc entraîné à l'époque l'invasion du Capitole. Et à peine élu quand même en 2025, il a gracié. C'est un des premiers gestes qu'il a fait, c'est gracier les auteurs des faits en affirmant, là aussi d'ailleurs, que les émeutiers n'avaient pas d'armes. Il y a eu des décès provoqués par des tirs. Donc là aussi. Oui, et puis ce serait étonnant aux États-Unis que les émeutiers n'aient pas d'armes. En plus, exactement. Mais donc là aussi, quand même, on est sur. Voilà, ça devient vraiment un enjeu de politique publique, c'est cette fake news. Oui, et cette libération, qui est en effet l'un de ses premiers gestes quand il revient au pouvoir, c'est vraiment une façon de dire. Vous avez bien vu, si je les libère, c'est qu'en effet, ils n'ont rien fait et que donc ma vérité à moi est la bonne. C'est une façon aussi de justifier toute son action et ces années où il a cessé de marteler en effet que l'élection avait été volée. Mais il le redit à chaque fois pratiquement. Il prend la parole dans quantité de discours et puis alors, vous savez qu'en plus, il a du mal à rester sur son texte. Il part toujours un petit peu ailleurs. Et cette question des élections volées, elle revient en permanence. André Caspi. Oui, puis d'un autre côté, ça alimente tous les journaux d'information, y compris à la télévision d'ailleurs, ce qui fait qu'on parle de lui, on parle de lui sans arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous comparez la quantité de nouvelles qui concernent Donald Trump avec la quantité de nouvelles qui concernaient Biden ou qui concernaient Obama, il y a une différence énorme. Aujourd'hui, tout est centré sur Donald Trump. Oui, et puis cette élection volée, ce mythe fondateur de l'élection volée, est aussi quelque chose qu'il va pouvoir probablement essayer d'utiliser pour les midterms. Oui. Si jamais les midterms devaient lui être pas forcément très favorables. De toute façon, tout est bon pour justifier ses actions. On peut rappeler d'autres choses, d'autres exemples. C'était compliqué d'ailleurs de faire cette émission parce qu'il a fallu resserrer, se dire qu'est-ce qu'on prend comme exemple. Mais sur la lutte contre l'immigration, quand il surfe aussi sur les peurs, il affirme que les dirigeants étrangers ont vidé les prisons, les hôpitaux psychiatriques pour les envoyer aux États-Unis, pour tuer les Américains. Sur le plan sécuritaire, en interne, quand il dit Washington n'a enregistré aucun meurtre pendant 6 mois grâce à moi. Et en fait, on se rend compte, et d'ailleurs, quand les journalistes de fact-checking vont vérifier les décomptes de la police de Washington, quand il a
affirme ça finalement. Il y a eu 50 homicides dans la ville pendant cette période. Donc tout est bon pour justifier, pour légitimer ses actions. Mais il est capable, et là c'est peut-être là aussi où c'est plus dangereux, c'est que quand l'administration de Trump, et notamment au niveau officiel, transforme les chiffres. On l'a vu sur le meurtre de Charlie Kirk, ce pro-Donald Trump, conservateur, assassiné par un militant d'extrême gauche. La cellule des vérificateurs de TF1 avait enquêté parce qu'il y avait un document qui avait été mis donc, sur le ministère de la Justice, sur le site, qui expliquait que, regardez, voilà, il y a plus de meurtres qui étaient liés à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que ce site, en tout cas cette publication, elle avait été manipulée. Ils étaient revenus en arrière, ils avaient réussi à capturer qu'en réalité, c'était pas vrai. C'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait plus de meurtres issus, provoqués par des gens de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Et donc, on se rend compte que même au sein de l'administration Trump et le ministère de la Justice a changé les chiffres et les ont faussés. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'article des vérificateurs qui a été fait par Maëlan Lohanek, qui est extrêmement intéressant à ce sujet parce qu'on a les preuves en images. Et là, vraiment, Tristan, c'est préoccupant de se dire qu'en fait, même le ministère de la Justice change les chiffres pour arranger la théorie de Donald Trump, quand même. Je fais juste un petit parallèle. Il y a eu le même épisode avec une étude qui était publiée sur un site institutionnel de l'administration américaine au niveau de la santé et qui expliquait que les vaccins ne causaient pas l'autisme et qui a été changé après coup, lorsque Trump 2 est arrivé au pouvoir, ils ont changé ce rapport et ils ont fait dire l'inverse de ce qu'ils disaient auparavant. Donc il y a un changement du réel, évidemment. Ils veulent changer, plier le réel à l'agenda politique du moment. Oui, mais ce qui est très grave, c'est qu'au fond, il manque de plus en plus aux États-Unis un contre-pouvoir. Oui. Et le contre-pouvoir, généralement, est exercé par le Congrès. Oui. Or, au Congrès, il y a une majorité républicaine. Que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants. C'est une majorité faible, mais c'est une majorité quand même. Mais cela veut dire au fond que cette majorité est devenue trumpienne et contribue à approuver les excès de Donald Trump alors qu'elle devrait les contrôler et par conséquent rétablir la vérité. Et je crois que c'est ça qui est grave. Et il y a une autre attaque aussi en règle, alors ça c'est très Donald Trump, c'est contre les médias. Alors là, les médias, il en a fait une cible terrible, attaque en règle même à la Maison-Blanche. Regardez. Who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. CNN and MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. Et on l'a vu, Media Offenders, vous savez, sur le site de la Maison-Blanche. Il a affiché les médias qui, selon lui, en fait, font des fake news. Oui, Media Offenders, littéralement, ce sont les délinquants médiatiques. Depuis décembre, en fait, il y a une page sur le site internet de la Maison-Blanche où les équipes de Donald Trump reprennent ou en tout cas tentent de fact-checker des articles ou des reportages qui ont été publiés. Regardez, cette semaine, c'est CNN, pardon, trompeur partial démasqué. Donc, ce sont les équipes de Donald Trump qui tentent de fact-checker ça, évidemment. Alors, c'est assez étonnant. On a du mal à imaginer, par exemple, en France, sur le site de l'Élysée, par exemple, Emmanuel Macron qui reprendrait des informations données par les médias. Oui, vous avez noté également que Donald Trump donne un chiffre. Il dit, si je ne me trompe, 97,6%. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose de très précis. Oui. Ça passe extraordinairement bien auprès du public. Voilà. Ça veut dire qu'au fond, il a des statistiques officielles. Mais ça veut dire quelque chose quand même, André Caspi. Quand on attaque dans une démocratie, notamment, aussi frontalement les journalistes. C'est la vérité comme ennemi, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer que les médias donnent exactement la vérité, ils donnent une certaine vérité. Je crois que ça dépend bien sûr du journal, ça dépend du site radiophonique, enfin bref. Oui, là on parle quand même de ABC ou CNN. Ça veut dire que malgré tout, il y a un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir médiatique. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est particulièrement bien vu parce qu'il y a des réticences à l'égard des journaux, à l'égard des radios, à l'égard des télévisions. Donald Trump les exploite. Ma dernière question, Tristan, c'est est-ce que ça peut se retourner contre lui? On parlait notamment de l'affaire Epstein, où il a tenté en effet de contrôler, et de cette division qu'on sent arriver dans la sphère MAGA, Make America Great Again.
Oui, il y a un traumatisme au sein de la magasphère autour de cette question évidemment d'Epstein, mais sur d'autres sujets aussi, sur le conflit avec Israël et le Hamas, le conflit avec l'Iran, où on sent qu'il y a effectivement une fracture qui est en train de se créer, notamment auprès de grands influenceurs de la magasphère qui sont en train de se critiquer les uns les autres sur cette position américaine, même sur l'intervention par exemple au Venezuela. On voit qu'il y a des réticences. Marjorie Taylor Greene qui est très réticente aussi à cette intervention, mais on a aussi des membres du gouvernement actuel comme RFK Jr. dont on parlait, ou d'autres personnes au sein du gouvernement américain qui étaient très très en retrait par rapport à l'intervention au Venezuela quelques années auparavant. Et on verra pour Groenland aussi. Donc il y a une fracture qui est en train de se créer clairement au sein de la base, et l'épisode Epstein est clairement le plus spectaculaire d'entre eux. Merci en tout cas, on aurait pu encore en faire une bonne heure je pense de cette émission, mais merci à tous en tout cas d'avoir participé, d'avoir éclairé ceux qui nous regardent sur le sujet, et n'hésitez pas, si vous avez un doute sur une information, une vidéo, vous avez ce mail lesvérificateurs@tf1.fr, ces journalistes qui vont donc justement tenter de vous donner des vraies réponses. Allez, bonne journée sur LCI.